Je vous présente Michel Pindavoine, qui est cofondateur et directeur technique de Humane, et Cédric Renaud, qui est responsable commercial. Alors, question à Michel pour commencer, assez classique évidemment, qui consiste à nous présenter Humane et votre activité. D'accord. Alors, notre activité, en fait, nous sommes donc une entreprise qui concevons et fabriquons des capteurs à base d'intelligence artificielle. Donc des capteurs qui sont capables d'interpréter des signaux, des capteurs, on a parlé de température précédemment, mais ça pourrait être des vibrations, de la pression, etc. Et aussi donc, pour beaucoup de nos applications donc, dans le domaine de la vision. Donc, notre savoir-faire repose sur 3 métiers. Un métier plutôt électronique où on conçoit l'électronique de traitement des informations, donc les capteurs pour certains, mais principalement les unités de traitement derrière les capteurs. C'est un savoir-faire aussi au niveau logiciel, donc comment embarquer tous les algorithmes d'intelligence artificielle au sein de ces dispositifs, et évidemment donc, tout ce qui est algorithmique, donc d'intelligence artificielle, que je vais pouvoir un petit peu développer ici. Alors, juste au niveau donc, des marchés que nous visons, donc, qui seront... Alors, je vais peut-être te laisser la parole, peut-être, Cédric, ou c'est toujours moi qui continue Vous partagez la parole à votre guise. Voilà. Sur les marchés, le directeur commercial qui parle, ça me paraît Bonjour. Cohérent. On va faire assez court sur les marchés ciblés. On va rentrer plus dans le détail très rapidement dans quelques slides. Mais juste vous resituer Humane. Alors, on est présent historiquement dans le domaine du transport avec des applications de maintenance prédictive liées à la recherche de défauts en temps réel sur des pantographes avec des trains roulant jusqu'à 160 km/h et d'autres applications aussi, notamment dans l'agglomération de Besançon, avec du comptage. On développe cette activité historiquement avec un lien fort avec la SNCF, toujours dans la vision à base d'IA. Donc on adapte nos capteurs en fonction de l'application. Et aujourd'hui, ce qui va nous concerner un petit peu plus, donc c'est 2 grandes applications dans le secteur de l'industrie avec la sécurisation des biens et des personnes, des capteurs autonomes, on va y revenir un petit peu plus en détail, où on va faire du traitement d'image, du traitement de flux vidéo avec une prise de décision au cœur du capteur. Là, avec des modèles d'IA plutôt standards, mais on va se différencier sur la partie plutôt hardware et notre mode de fonctionnement. Et puis une autre application qui est du contrôle qualité, de la recherche d'anomalies en temps réel, avec là un autre capteur complètement autonome où on vient embarquer de l'IA, mais pas de l'IA traditionnelle, ce que vous pouvez connaître dans le deep learning. Là, c'est plutôt des réseaux de neurones bio-inspirés. Où on va venir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Concernant la partie applicative et sécurisation des biens et des personnes, on a bagarré pendant 2 à 3 ans pour obtenir la certification SIL 2, je ne sais pas si ça vous parle. Aujourd'hui, la certification SIL 2 va nous permettre en fait, de pouvoir interagir avec une chaîne de sécurité et pouvoir stopper la chaîne de sécurité. Donc c'est relativement simple. Voici notre capteur de vision industriel qui est ni plus ni moins qu'une caméra qui embarque de l'intelligence artificielle avec différentes couches de soft, et on va venir avoir une action en sortie de capteur pour après alerter de différentes manières et ou stopper la machine dans le cas de le franchissement en fait, d'une zone interdite périmétrique autour de la machine dangereuse. Et donc voilà comment que ça se présente, c'est aussi simple. On installe notre capteur entre 3 et 5 mètres de hauteur. Il va venir surveiller une zone à peu près entre 20 mètres de long et 20 mètres de large. Là, vous avez la vue d'une interface de configuration avec la vue de l'application détection de présence chariot-piéton. Et là, plus précisément, sur de la barrière immatérielle et de la sécurisation en fait, de cobots. Donc c'est relativement simple. On installe le capteur entre 3 et 5 mètres. On vient venir faire un snapshot. Le modèle de réseau de neurones est complètement mature à l'intérieur. Et on va venir dessiner une zone très facilement et très précise autour de la machine ou de la zone interdite. Et on va venir après faire quelques petits réglages sur la gestion des contacts secs et donc rendre l'application et le capteur fonctionnels. En quelques minutes, c'est fait. Donc on approche
cette problématique, est-ce cas d'usage, par la vision et l'intelligence artificielle. Et donc la certification CIL 2 est le bienvenu pour ce genre d'application. Donc là, on a une vidéo très courte d'une petite trentaine de secondes. Donc vous avez vu en fait tout à l'heure la vue de l'interface où on va venir sécuriser le pourtour en fait de la zone. Donc là je vais venir positionner une servante de maintenance pour vous montrer qu'on fait bien la distinction bien évidemment entre un homme et tout autre objet. On a entraîné nos réseaux de neurones à détecter des hommes dans tous les environnements les plus variés possibles dans l'industrie. Et donc là on a asservi en fait le robot qui s'est arrêté parce que j'ai franchi la zone que vous avez vu tout à l'heure. Donc on avait mis un petit temps d'arrêt en fait sur le redémarrage du robot et après je replace la servante dans la zone et on voit que le robot tourne et donc on va venir optimiser la production et la productivité en fait du robot parce qu'on ne va pas le faire arrêter s'il y a un morceau de palette, s'il y a quoi que ce soit, mais uniquement s'il y a une personne qui rentre dans le périmètre dangereux de cette machine. Donc l'IA est capable d'identifier que ce n'est pas une palette ou que c'est une personne. Alors que c'est une personne, exactement. Tout à fait. C'est un chien qui se présente et le robot continue. Exactement. Tout à fait. Et une personne couchée, une personne assise, en boucle, il n'y a aucun problème. En fait, la grosse différence, c'est que ces dispositifs de sécurité sont connus, donc bien souvent, ce sont donc des barrières immatérielles, donc à base de rayons laser, ce genre de choses. Mais en fait, que ce soit un être humain ou ici une servante, ou comme vous disiez, un chien qui va se balader, le dispositif va directement alerter la machine qu'il y a danger, alors que finalement, ce n'est pas forcément un danger. Donc le réel danger, c'est évidemment l'humain. Bien. Donc là, à ce moment-là, donc, il y a une perte de productivité, puisque le moindre objet qui va se retrouver dans la zone de sécurité va arrêter ou ralentir la machine. Et c'est justement un besoin, en particulier dans le domaine usine 4.0 et tout ce qui va avec, donc pour augmenter le maître du numérique, mais avec des gains de productivité augmentés, donc de pouvoir sécuriser ces systèmes de cette manière-là. Quelques mots encore, juste précision sur Humane. C'est une entreprise qui a été créée en 2011, septembre 2011. Donc on est basé à Dijon, enfin à Fontaine-les-Dijon maintenant exactement, à côté de Dijon. On est 10 personnes. Voilà. Nous sommes 10 personnes. Avec des clients, donc on l'a vu, qui sont dans le monde du transport et de l'industrie. Dans le monde du transport et de l'industrie, un peu plus on va dire pour résumer, on a d'autres domaines, mais on va dire que l'angle que nous avons pris depuis 3-4 ans est délibérément d'aller quasiment exclusivement dans le monde industriel. Alors là, on va encore rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On avait des slides un petit peu plus pédagogiques pour expliquer en fait notre approche que l'on va embarquer, comme je vous le disais tout à l'heure, dans notre caméra de détection de défauts en temps réel. Ça, c'est une application en fait client. On va venir faire de la recherche de défauts sur ce type de pièces. Où là, on a une approche complètement disruptive par rapport à ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché avec des petits confrères. Pour ne pas les citer, Keyence, Cognex, qui fonctionnent très bien, mais eux, ils ont une approche de deep learning, et donc de data très importante. Donc on va rester sur le même concept que notre produit que vous avez vu là, le CS, c'est-à-dire d'embarquer les réseaux de neurones à l'intérieur pour avoir une prise de décision à l'intérieur et en sortie de capteur en temps réel, mais la différence, c'est qu'on ne va pas avoir besoin en fait d'apprendre avec énormément de données en fait à reconnaître cette pièce-là pour pouvoir la trouver sous la caméra, et également lui apprendre une base de défauts tech que l'on pourrait retrouver sur sa chaîne de prod et un besoin de données énorme. On va fonctionner à l'instar du mode de fonctionnement en fait, du cerveau humain. On ne va pas travailler du tout avec le modèle deep learning, mais plutôt avec des réseaux de neurones qu'on va appeler bio-inspirés à Spike. Et on va s'intéresser uniquement à ce qui a de l'intérêt en fait, dans la scène, et donc pour ce cas d'usage-là, et même pour tous les autres cas d'usage, on va apprendre la normalité pour en déduire après la normalité ou tous les défauts. Donc c'est-à-dire qu'en entraînant et en montrant uniquement quelques exemples d'états de surface conformes ou de face de produits conformes, on va en déduire après tous les défauts. Donc le gros avantage de notre approche, c'est qu'on va pouvoir travailler sur de la toute petite série, la mini-série, le temps d'apprentissage en fait, et le temps de rendre robuste notre réseau de neurones. En quelques minutes, c'est efficace. Donc on va pouvoir switcher de série, en venir appeler, en appelant en fait différents types de réseaux de neurones. Michel, si tu veux
expliquer un petit peu plus en détail. Oui, je vais le faire, tu as quasiment tout dit. Bon, là, il y a un loupé sur notre version que nous vous présentons. Il nous manque 2 ou 3 slides un petit peu plus techniques. Donc désolé, mais je vais le faire avec les mains. Mais je pense que Cédric l'a déjà expliqué. En fait, l'idée, actuellement, donc, il y a dans le domaine on va dire de l'intelligence artificielle, en particulier appliquée à la vision. C'est vrai pour les signaux, je répète, vu les applications précédentes. Donc, principalement, on parle beaucoup de deep learning depuis une bonne dizaine d'années. En sachant que le deep learning, donc c'est apparu dans le domaine du grand public, je vous dis au début des années 2010, en fait ça fait 40 ans, 50 ans que les travaux sont menés là-dessus, donc dans les universités et dans le monde entier. Et en fait ça a été popularisé au début des années 2010, puisqu'en fait ce qui manquait donc, au niveau du deep learning, c'était des moyens de calcul importants. Donc là les GPU sont arrivés dans cette période-là, mais aussi des bases de données conséquentes. On a beaucoup parlé, j'ai entendu parler beaucoup de bases de données tout à l'heure. Donc c'est effectivement la data, c'est le nerf de la guerre. Et donc là, ceux qui avaient des grosses bases de données il y a une dizaine d'années, c'était les GAFAM, donc Google, Facebook, etc., et qui avaient nos données, d'accord, déjà. Bon. Et donc ça a été popularisé, donc des travaux donc, de Yann Lequin et autres qui ont été popularisés donc, grâce aux moyens industriels et financiers énormes de ces entreprises, et donc qui ont lancé tout ça. Donc ça c'est du deep learning. Alors, pourquoi on parle de deep learning? Deep, donc profond, tout simplement c'est que c'est une vague copie du cerveau humain, en sachant que le cerveau humain, c'est 100 milliards de neurones, à peu près, hein, je ne les ai pas comptés, mais c'est ce dont on s'accorde en neurosciences, c'est de dire que c'est à peu près 100 milliards de neurones. Actuellement, même les plus gros GPU, il y a au moins, je dirais, 3 ou à 5 ordres de grandeur en dessous. Donc pas de panique, on est l'intelligence artificielle, et j'ai encore entendu ce matin sur France Inter, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu, là, Cédric Villani, il a tout à fait raison, l'IA n'est pas si intelligente que ça. En fait, on lui fait répéter des choses, bêtement, hein, mais elle le fait bien, une fois qu'on lui a bien appris, elle le fait correctement. Donc le deep learning, en fait, en particulier sur l'image, c'est super, on va avoir des très grosses bases de données, donc ça si on les a, bah, tant mieux. Par contre, si on ne les a pas, Cédric vient de le dire, sur les objets industriels, pour ceux qui font, peut-être parmi vous, donc, du contrôle qualité, bah, la difficulté souvent c'est la défothèque, donc la base de données. Donc l'idée qu'il y a, c'est de dire, bah, le deep learning, si on n'a pas des milliers et des milliers d'exemples à notre disposition, ça marche mal. Ça pourra marcher, mais en tous les cas pas suffisamment, donc précisément comme on l'attend. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est quand on fait du deep learning, en particulier en image, eh bien on va traiter chaque point donc, d'une image. Donc souvent c'est des images HD, donc je fais ça pour dire que c'est une image, d'accord, et en fait on va traiter chaque point. Bon, donc là, par exemple, si on mettait un objet dans la scène, exemple, la Tour Eiffel, qui est un objet familier, en tous les cas, on peut voir un peu partout, en tous les cas sur des photographies, uniquement à Paris bien entendu, mais en tous les cas, il y a plein d'illustrations dans le monde entier qu'on peut voir avec la Tour Eiffel. Automatiquement, on va se focaliser sur la Tour Eiffel. Et ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas s'amuser à traiter tous les points de l'image. Donc nous, directement, il y a un truc qui ressort, c'est, exemple, la Tour Eiffel. Bien. Si on regarde un visage, c'est principalement les caractéristiques principales qui vont sortir. On ne va pas s'amuser à regarder tous les détails, les cheveux en détail, etc. Donc, en clair, on va aller à l'essentiel. Donc ça va à contrario du deep learning. D'accord? Par contre, je ne suis pas en train de démonter le deep learning, parce que nous, on en fait. Ça nous génère 50% de notre chiffre d'affaires. Donc, je ne vais pas m'amuser à le démonter complètement. Donc, là, effectivement. Donc, notre application sur donc, la protection des personnes, c'est du deep learning, parce que, qu'est-ce que nous avons fait? On a utilisé des milliers d'exemples. On a passé quelques années à travailler là-dessus. Donc là, on a peaufiné notre modèle de réseau de neurones à base de deep learning, et maintenant, ça marche très bien. Sauf qu'on a passé énormément de temps. Bien. Mais ça marche bien, donc maintenant on l'utilise. Par contre, dans l'application qui est ici, eh bien ça, c'est l'idée d'aller à l'essentiel. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ressortir les caractéristiques principales. Et là, c'est exactement du bio-inspiré, parce que c'est exactement comme ça que fonctionne le cerveau. Nous, on ne va pas s'amuser à compter tous les pixels quand on se regarde. Non, on va à l'essentiel. Je vois plusieurs personnes en face de moi. Je ne vais pas m'amuser à regarder le plafond. Donc, pour revenir vers vous.
Donc là, on va directement faire un focus, et là je suis vraiment en bio-inspiré. Et ce qu'on a pu démontrer, toujours pareil dans les travaux de neurosciences, c'est, enfin pas moi, hein, mais les chercheurs en neurosciences, c'est qu'en gros, on va utiliser dans une scène comme en ce moment, à peine 10% de l'information. Donc là, on va diminuer les moyens de calcul, donc ça c'est un avantage sur l'embarqué. Et aussi, on va aller directement apprendre les choses qui nous intéressent. Donc c'est exactement ça. C'est que là, par exemple, là, on va regarder un état de surface on va se dire ça, c'est un état de surface, on va dire correct. Et si jamais il y a un petit cheveu qui apparaît par ici, parce que c'était le cas ici, hein, c'était de regarder les défauts de la taille d'un cheveu, hein, donc de quelques dizaines de microns, eh bien c'était effectivement de dire là il y a une anomalie. Et cette anomalie, nous on la détecte parce qu'effectivement on fonctionne comme le cerveau. Alors dans le langage savant, on va parler de spike, hein, parce que c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. On va éveiller des neurones, et qu'on appelle des spikes, hein, des informations donc, électriques et chimiques, qui vont éveiller donc, des neurones, qui eux-mêmes vont animer d'autres neurones, etc. Donc il y a tout un processus biologique qui se fait quand on fait ce genre de choses au niveau de notre cerveau. Et bien nous on est capable de reproduire ça dans nos caméras. Deux écoles pour deux usages différents ou deux objectifs ou deux utilisations différentes. Tout à fait. On peut le résumer comme ça. Exactement. Alors en sachant que ce qui se passe quand même, c'est que dans le domaine du contrôle qualité de produits, on peut retrouver aussi du deep learning. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des objets qui sont aussi qui sont déjà emmagasinés dans des grosses bases de données. Donc là, il n'y aura pas de problème. Exemple, une roue de voiture. C'est un objet qui est connu, qui a été photographié des millions de fois. Et donc là, il y a des apprentissages en deep learning qui existent. Donc si on veut, par exemple, détecter un défaut sur une roue de voiture, je dis ça parce que c'est des préoccupations que nous avons en ce moment, eh bien, j'en dis pas plus pour des questions de secret, je parle de général, d'accord. Là, par contre, le deep learning pourra servir sur des objets qui sont connus, d'accord, qui sont, je dis pas familiers, mais en tous les cas, qui sont répétitifs. Par contre, dès qu'il y a un objet un peu particulier dans une entreprise, et à chaque fois, ce genre de pièces, comme tu nous montrais tout à l'heure, qu'on voyait juste avant, ou ce genre de choses, c'est pas ça qu'on va voir tous les jours sur les bases de données donc publiques. Voilà. Est-ce à dire que l'étape suivante qui est la caractérisation, c'est-à-dire la capacité de l'IA de dire effectivement la pièce n'est pas conforme, je suis capable de dire en quoi elle n'est pas conforme, oui. C'est l'étape suivante. C'est possible avec le deep learning, mais pas avec cette deuxième option. Si, tout à fait pareil. Si c'est possible. C'est tout à fait pareil. Voilà, la seule différence, qui a assez de connaissances sur les pièces, malgré le fait que ce sont des petites séries, pour pouvoir le faire. Exactement. Non, ce qui va se passer, c'est que dans certains cas, donc le bio-inspiré, donc tel qu'on l'explique ici, on va dire sur des objets très compliqués. Donc là, par exemple, sur cette machine, donc qui est une machine que nous avons installée il y a quelques mois, on va dire que l'environnement est connu. Donc nous, on ne va pas s'amuser à aller regarder toute l'usine, enfin toute la salle ou l'atelier dans lequel se trouve la machine. Par contre, s'il fallait en même temps regarder la pièce en question et regarder s'il n'y a pas compté le nombre de personnes qui tournent autour de cette pièce, cet objet, là, dans ce cas-là, effectivement, on aurait quelques difficultés avec le bio-inspiré. Donc là, on va dire qu'on va le spécialiser. Et voilà. Tiens, si je peux... Si je peux me permettre un petit commentaire, merci Michel. Dans le modèle de deep learning, pour aller faire de la recherche de défauts, si toutefois il arrive un défaut qui n'a pas été dans la défautech ou implémenté en fait dans le modèle, vous n'allez pas réussir à le détecter. Hormis que là, n'importe quel défaut qui va arriver et qui va être anormal par rapport au modèle conforme que vous voyez ici, eh ben, direct, on va en fait en détecter une anomalie. On n'a pas besoin d'apprendre à notre raisonneur, à notre caméra ce que c'est comme type de pièce. On va lui apprendre les informations en fait que génèrent les spikes en fonction en fait de cette pièce-là, et on va en déduire après tous les défauts en temps réel. Donc deux applications de contrôle et d'inspection de surface et contrôle de pièces ou de face de pièces, parce qu'on n'est pas en 3D, on est en 2D, donc face de pièces en temps réel. Alors on est capable, vous voyez en fait que le fond là il est incliné en fait de différentes manières. On va avoir une cadence beaucoup moins importante sur le contrôle de la face de pièce parce qu'on va être capable de repositionner la pièce qui arrive dans différents sens d'orientation en fait sous la caméra, et donc on va faire le traitement de repositionnement en fait dans la caméra avant d'effectuer le traitement des spikes pour faire le contrôle conforme. Après, si vous avez la pièce qui va au pixel près tout le temps et qui est triguée en fait.
voilà, par des automates, pour nous présenter la pièce au pixel près, on va être capable d'aller jusqu'à une cadence de 25 images par seconde. Donc 2 applications, contrôle d'état de surface et contrôle de phase de pièce. Et quel est le coût de ces solutions? Est-ce que c'est adaptable au PMI? Alors, oui, tout à fait. On va fonctionner en fait d'une manière relativement simple. Une caméra, comme vous le voyez ici, pour l'implication, on en a mis 3, une ici et une ici, pour être capable de contrôler en fait toute la pièce. Une caméra, c'est 5 000 €. 5 000 € et pas de coût de licence à renouveler tous les ans. Et donc après, je ne vous parle pas de l'objectif et puis des petits supports, mais c'est 5 000 € la caméra avec l'application. Sur le produit, parce que vous parliez de prix, on est assez transparent chez Human. Le produit que je vous ai présenté tout à l'heure, on est un petit peu moins, on est en dessous de 4 500 €. Donc le principe, en fait, et notre mode de fonctionnement chez Human par rapport à la caméra Cayman, le but, c'est de rendre très simple l'utilisation de cette caméra, pour être capable, vous-même, en fait, d'aller programmer cette caméra et la rendre mature très rapidement pour faire vos contrôles et switcher même pour des mini-séries, et ou vous offrir la possibilité aussi, de par le modèle économique, de multiplier les points de contrôle pour valoriser en fait votre partie contrôle qualité. On a développé un protocole Modbus en fait à l'intérieur de la caméra, et la caméra, tout est basé, tout le traitement en fait est fait dans la caméra. Et donc après, on appelle plutôt ça un capteur, en fonction en fait du statut que l'on va donner dans la caméra, conforme non conforme, via un automate programmable. Et ben on va éjecter la pièce, on va la mettre de côté, on va agiter un gyrophare, on va faire ce que vous désirez pour vous alerter qu'on a détecté un défaut en temps réel sur votre chaîne de prod. Une question que vous ne m'avez pas posée, mais je vais la poser. Pas encore. Oui, quel est l'intérêt de l'intelligence artificielle? Ouais, c'est le sujet de la discussion aujourd'hui. Tout simplement, si je prends l'exemple de cette pièce-là, moi, ça fait à peu près 40 ans que je travaille dans le domaine, image, signal pour faire du contrôle, des diagnostics, etc. Pour faire donc avant, je dirais, 2010, mais bien avant, parce que j'avais commencé sur les réseaux de neurones avant, mais en tous les cas, jusqu'aux années 2010, on utilisait des techniques de traitement d'image classiques pour faire arriver à une qualité semblable à celle qu'on peut obtenir en IA en ce moment. En gros, pour développer une application comme ça, il fallait 3 mois d'ingénieur pour faire ce développement, parce qu'on faisait des tas de choses, etc. Donc on n'était peut-être pas très doué, mais en tous les cas, on arrivait à sortir le même genre de résultats, mais après 3 mois d'ingénierie, en se posant plein de problèmes, etc., avec des techniques de calcul classiques utilisées en traitement de signal et traitement d'image. Maintenant, quelque chose comme ça, c'est une demi-journée. D'accord? Je suis très large. Cédric, tu vas peut-être faire des démonstrations, mais on ne sait jamais, il y aura peut-être l'effet démo tout à l'heure. Mais on va dire que là, c'est en 1 heure, on est capable de régler un problème comme ça. Donc là, il y a un gain de productivité qui est énorme. Donc ça, c'est une réponse sur l'apport de l'IA dans ce genre de procédé. Deuxième chose, et ça j'insiste lourdement, par contre, on aura toujours le même problème, c'est que, et c'est le même problème sur la vraie intelligence, c'est-à-dire celle de l'humain, c'est qu'on n'est jamais à 100% de succès, de bonne reconnaissance. Il y a toujours des faux positifs. C'est le cas pour les humains. Celle-là, j'allais vous la poser. Voilà. Le taux d'échec. Alors, le taux d'échec, tout dépend. Alors, on peut arriver à 98%. Donc, j'avais une slide qui montrait ça, et même par exemple sur les caractères manuscrits, on peut presque arriver à 99,99%. D'accord? Parce que là, il y a eu d'énormes, alors justement des chiffres ou des lettres, etc. Ça se compte en milliards et en téradonnées, etc. Donc là, il y a des bases de données qui sont très fortes et des réseaux de neurones qui sont très puissants pour faire ce genre de choses. Donc là, on est quasiment à 100%, d'accord? Avec très peu de faux positifs. Mais maintenant, en revenant sur des choses comme ça, on va dire qu'on arrive au-delà de 95% de bonne détection, donc avec très peu de faux positifs, d'accord? Donc on va laisser passer quand même quelques points dans la maille, en sachant que l'être humain, un opérateur humain qui fait ça toute la journée, il est maximum à 92-93%. Donc ça devient meilleur qu'un être humain, mais sur une tâche particulière, j'insiste bien, d'accord? Voilà. Mais on n'est pas à 100%. Donc là, on est toujours... moi, je mets toujours en garde nos clients ou partenaires de dire, attention, on ne sera jamais... Enfin, le Graal 100%, c'est faux. Si quelqu'un vous dit 100%, voilà, c'est pas possible. Encore une question avant que vous ne posiez les vôtres. Votre société s'appelle Humane.
qu'on entend surtout humain. Voilà. Voilà. Quelle est la place de l'humain dans cette usine de demain qui sera truffée de vos capteurs et détecteurs visuels? Voilà. Alors déjà, merci d'avoir amené ça sur... donc là, il y a eu un petit travail de communication, donc un cabinet qui a travaillé pour nous il y a quelques années, quand on a changé de nom, parce qu'au départ, on s'appelait Global Sensing Technology, qui était très technique. Et donc il y a 3-4 ans, on a changé de nom pour justement apporter ces notions. Donc l'humain, effectivement, pour nous, fait partie de nos valeurs. Donc en fait, on travaille pour l'humain, à savoir qu'on veut le protéger dans l'usine, d'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, à partir du moment où on est sûr que l'humain autour de la machine est protégé, enfin on espère, eh bien on vient regarder effectivement s'il y a des défauts dans les produits qu'il est en train de fabriquer. Et donc la part de l'humain, c'est votre question, d'accord, pour ça. Pour moi, c'est un petit peu, il y aura toujours une intervention à la fin d'un humain. Alors évidemment, si on fabrique des millions de pièces, enfin millions, j'exagère un peu, mais en tous les cas des dizaines de milliers par jour, l'être humain ne sera pas capable d'aller contrôler ce qu'a fait l'IA. Par contre, il y aura des prélèvements qui seront faits pour justement aller vérifier que bien l'IA se comporte correctement. Donc là, c'est encore une fois, et ça, ce qui est vrai pour l'industrie, ça a été dit ce matin, je vous dis sur cette émission, mais c'est dit très régulièrement, je vous dis ça parce que j'ai goûté ça en voiture ce matin, mais je trouvais ça intéressant, c'est que c'est vrai dans le domaine médical, alors je n'ai pas pu venir ce matin, ça a peut-être été dit, c'est un outil en fait, qui aide un spécialiste, un médecin, un technicien dans une usine, pour justement faire une tâche professionnelle. Voilà, pour moi, c'est avant tout ça. Voilà, donc l'humain restera dans la boucle, on aide l'humain. Voilà. Merci pour votre témoignage et éclairage. Question. J'avais une question plus sur le cas d'usage de la caméra, du capteur SIL2. Est-ce qu'on peut imaginer ce capteur sur un atelier dans lequel des AGV ou des AMR se déplacent et toute la journée l'AMR se déplace et à un moment un humain, comme ce que tu as montré sur la vidéo, à un moment l'humain rentre ou l'opérateur rentre dans la zone et ça coupe la zone. Donc vous avez parlé de 20 mètres par 20 mètres, donc ça fait déjà un bel atelier. On peut imaginer, c'est le cas d'usage? Oui, tout à l'heure. Là, le spécialiste, c'est plus Cédric qui fait ça. Voilà. Tout ce qui est issu de nos capteurs sort quand même de ta tête. Ouais, non, mais... merci. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif en fait de notre capteur et donc de le traiter en fait cette application par la vision et donc de faire la distinction entre tout être humain et tout autre objet qui pourrait justement aujourd'hui couper les faisceaux d'une barrière immatérielle ou même rentrer dans une barrière matérielle. Tout à fait. On apprend en fait à notre réseau de neurones à bien détecter la personne et donc d'asservir la chaîne de sécurité et ou la machine en fonctionnement à s'arrêter uniquement en cas de présence d'une personne. Et donc on espère justement augmenter la productivité justement de ces machines ou de ces cobots, de fait de n'arrêter la machine uniquement vraiment en cas de danger, d'intrusion de personnes dans ce périmètre dangereux. Tout à fait. Est-ce que la caméra elle est connectée à la machine? Enfin, est-ce qu'elle reçoit des inputs de la machine qui dit là je suis en fonctionnement, donc là je refuse que du personnel rentre, et à contrario je suis à l'arrêt et j'autorise ou je ne mets pas un protocole de sécurité en place parce qu'il n'y a pas de danger? Alors oui, on peut réveiller le capteur en fonction de différentes plages horaires que vous aurez décidées par rapport au fonctionnement de votre machine, tout à fait. Et donc en fait, tout est vraiment embarqué, le traitement du flux vidéo est embarqué dans la caméra, il est traité par nos différentes couches de soft et d'IA en embarqué, donc bien évidemment il ne transite pas par le cloud, par le service informatique du client, sur un serveur déporté pour prendre sa décision. La prise de décision est faite en sortie de capteur et donc on va juste fermer ou ouvrir en fait un contact sec. On a 2 sorties contact sec plus un watchdog pour la dimension en fait SIL2. Le watchdog c'est juste la capacité à vous montrer que le capteur est bien en fonctionnement. On va venir positionner une LED et donc visuellement en fait le chef d'entreprise, le technicien va savoir que le dispositif est en bon fonctionnement. Donc après, on va faire appel aux automaticiens de chez nos clients qui vont venir en filaire, en fait, raccorder notre capteur à leur automate programmable et décider de l'ordre qu'il décide de donner en fait à sa machine, soit d'empêcher de redémarrer, soit de la stopper, soit de la ralentir. C'est à son bon vouloir. Donc c'est très simple.
Juste un complément par rapport à ça. Donc en entrée, effectivement, on peut inhiber ou pas le capteur, ça a été répondu aussi. Mais un point aussi important, c'est qu'on peut faire aussi du non-filaire. Donc on fait de l'ultra wideband. Donc là, l'idée, c'est par exemple, c'est surtout sur l'application chariot-élévateur, donc agir directement sur le chariot. Donc idéalement, c'est carrément l'arrêter ou en tout cas le freiner, hein, comme ça a été montré sur le robot tout à l'heure. Donc c'est un peu la même idée. Sauf que là, c'est un peu plus compliqué parce que là, ça dépend des fabricants de chariots-élévateurs. Donc là, on a surtout Cédric qui connaît bien ce monde-là, donc il y a quelques fabricants avec lesquels nous pouvons travailler directement. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir directement alerter donc, le conducteur du chariot. Et là, donc, avec du ultra-wideband, donc on vient activer donc, des alarmes, des voyants lumineux, etc. Donc, de cette manière-là. Donc voilà. Donc, par contre, quand on fait ça, il y a une réactivité, une latence qui est à peu près de 500 millisecondes. Donc qui n'est pas tout à fait compatible avec l'aspect SIL 2, où là on veut vraiment arrêter en 100 millisecondes, même moins, donc la machine. Voilà. Justement, les puces Calray ne sont pas un bon technologique qui permettent de répondre à ce genre de problème. Oui, est-ce que les puces Calray. Les puces Calray. Oui, tout à fait. Alors, il y a ce genre de techno, mais il y en a d'autres aussi qui pourraient être des bonnes candidates. Là, maintenant, on est passé sur un mode... moi, je suis quelqu'un de la R&D, d'accord, mais je suis contrôlé par mes collègues. Donc moi, ce genre de choses, moi, je bondis tout de suite dessus. Maintenant, depuis quelques temps, ce qu'on a décidé, on continue de faire de la R&D, ça c'est mon boulot, mais c'est surtout aussi de vendre des produits donc, dans leur technologie actuelle, donc de les vendre dans les plus grands usages possibles. Donc là, on a quand même un certain nombre on commence à avoir un portefeuille de clients qui grossit, donc sur nos technos actuels, mais c'est évident que ça, c'est le genre de choses qu'on va continuer sur lesquelles on va continuer de réfléchir. Mais d'ores et déjà, on est capable de répondre à un certain nombre de besoins. Je vais juste compléter la réponse de Michel. Aujourd'hui, on a développé des plateformes hardware en fait, qui sont toutes basées sur la même architecture, que ce soit GPU ou FPGA, et on essaie d'optimiser sur justement cette architecture. Et donc, on va utiliser différents capteurs, différentes caméras pour pouvoir faire le traitement en fait de l'application. Pour exemple, je prends l'application du ferroviaire. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, c'est la même boîte dans laquelle on vient embarquer en fait notre IA, sauf que pour l'application du ferroviaire, eh ben, la caméra est déportée en fait de notre boîtier, et donc on utilise aussi ce boîtier-là pour d'autres applications, la lecture de pneus, la lecture de caractères pardon, sur des pneus défilant sous la caméra sur un tapis roulant pour faire du tri de pneus. On a d'autres applications, mais on pourrait vous parler toute l'après-midi. Mais voilà, on optimise en fait quand même malgré tout par rapport à notre architecture hardware et à notre plateforme et au GPU qu'on a déjà embarqué. Mais bien évidemment, on est aussi sur les V2 et ça fait partie aussi de nos recherches. Une dernière question. J'ai une petite question, Il y en a une deux. curiosité personnelle. Est-ce que vous faites du contrôle final de pneus en usine? Alors, non, pas en pneus. Nous, ce qui nous intéresse, là, on est... ça va certainement arriver, d'accord? Tout à fait. Parce que c'est un sujet sur Non. certains fabricants de pneus travaillent depuis Bien sûr. des années, hein. Par contre, non, mais alors, tout à fait. Bon, ça, effectivement, ça c'est un sujet qui effectivement peut nous intéresser et on a eu des questions. Non, ce qui nous intéresse actuellement, et là on a des machines qui sont... J'ai le droit d'en parler, hein, donc j'ai demandé à Arthur, il m'a dit que j'avais le droit d'en parler. Donc on travaille avec une entreprise qui s'appelle Regom, qui est aussi une entreprise régionale. Donc on travaille, en fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on est national et un petit peu européen hein, au niveau des clients. Mais il se trouve qu'on a quelques... Alors, on n'a pas pu... Ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui, mais je pense que ça aurait été un bon témoin, d'accord. Ça sera la prochaine fois, je vous promets. Donc Regom est une entreprise qui est une filiale du groupe Transport Cassier, donc qui a un gros transporteur, dans tous les cas, donc
donc parmi les principaux en France actuellement. Et donc ils ont créé une filiale technologique parce qu'en fait ils changent de pneus régulièrement, ils ont énormément de camions, et donc ils ont créé leur propre équipe de technique pour justement faire du tri de pneus. Et donc ils ont fait une première machine, et il se trouve que cette machine fait des petits. Il y a donc maintenant des clients, et ça va jusqu'à Neuroauto par exemple, qui a créé des filiales pour justement faire du tri de pneus, donc de pneus usagés. Donc l'idée c'est quoi? C'est que lorsque par exemple on se prend un trottoir avec une voiture, on a acheté ces pneus la semaine avant, et donc le pneu avant droit par exemple a explosé, malheureusement le pneu gauche on est obligé de le changer aussi, et donc on est obligé de tout refaire. Mais ce qui se passe, c'est que le pneu gauche, on ne va pas le mettre à la poubelle. Enfin, en tout cas, nous, en général, c'est le garage qui va le conserver. Et en fait, il va être... l'idée, c'est de lui retrouver son jumeau. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est effectivement donc, pouvoir récupérer donc, les références sur la tranche du pneu, sur le flanc du pneu, et donc de pouvoir retrouver donc, le jour suivant ou quelques jours après un pneu qui correspondra à cet éparage. Évidemment, là c'est le cas idéal, c'est pas la semaine avant. En général, le pneu il a fait quelques milliers de kilomètres, donc il est usé, il est sale, etc. Donc là, ce que l'on a fait, c'est avec Raygun, donc ça c'est le rôle de Human, ça a été donc de faire une IA embarquée avec ce type de dispositif pour justement donc être capable de lire donc en 1 seconde donc toutes les références du pneu et pouvoir effectivement faire tout ça. Donc là, on a donc toute une histoire industrielle donc qui est en train de démarrer très fortement sur ce sujet-là. Donc là, le pneu, c'est quelque chose qui, évidemment, est en train de se développer. Donc là, on est en train donc là, c'est dans le domaine du recyclage. Et donc là, évidemment, ça donne d'autres idées sur d'autres types de produits à recycler. Ouais. Et il y a une dernière question. Monsieur. Sans développer le secret, est-ce que vous pouvez détailler un peu plus ce qui est actuellement sur les slides, mais plutôt sur nos méthodes d'entraînement, comment est-ce qu'on construit un échantillon normal, et sur quelle technique de décision on détecte, et sur quel genre de seuil, comment on construit les seuils pour... Oui. Alors, je réponds. Ouais. Alors, il va y avoir une démo là tout à l'heure. Cédric vous fera une démo sur le côté bio-inspiré. D'accord? Donc nous, ce que l'on fait, on montre les objets, etc. Donc ça, vous verrez ça, la salle qui est en haut. Donc tout simplement, c'est qu'on montre, encore une fois, alors je parle du bio-inspiré, puis le deep learning, j'en dirai un petit mot juste après. Sur le bio-inspiré, donc tout simplement, on va montrer donc, les objets, on fait un apprentissage, donc on apprend les neurones directement donc, dans un état de fonctionnement normal. Et ensuite, donc on vient regarder les dérives par rapport à ces neurones sur les objets qui nous arrivent. Donc en fait, c'est vraiment un apprentissage par l'exemple. Là, il n'y a pas de, on peut mettre effectivement des seuils, comme vous venez de dire, c'est de dire bon ben moi si j'ai trop de d'informations qui arrivent, je décide de baisser, de monter, etc. mon seuil. Donc là, c'est plutôt, on va dire, empirique, d'accord. Donc lorsqu'on va faire ça, donc ça, vous verrez une démo pratique tout à l'heure. Sur la partie deep learning, on fait comme les autres. Là, il n'y a pas de, si vous êtes familier des réseaux de neurones, voilà, exactement, voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Et merci à vous. Après, oui, je pense.